d'être au rendez-vous de ce soir. Il est 20h30. Mesdames, messieurs, sur quoi doit aujourd'hui porter le débat en République démocratique du Congo? La presse annonçait que le chef de l'État allait, en fin de semaine, stopper la cacophonie autour de la Constitution. Rien n'y a fait. Même si le ministre de l'Information, lui, vient de frapper une soixantaine de journaux de la capitale, ils sont suspendus, ils doivent ou ils devraient se mettre en ordre avec la loi, indique-t-on. La polémique s'invite sur la place publique, pas seulement pour cela. Il y a des opposants qui vont se regarder dans les yeux, guerre de succession ici, carte à battre là-bas, la rentrée parlementaire est en vue. C'est aussi bientôt que Kinshasa va recevoir le cortège des envoyés spéciaux aux Nations Unies, département d'État américain par exemple. Bref, globalement, où se trouve le Congo quand pour certains il y a un grand flou et quand pour les moins pessimistes, ça va, comme va le monde? Écoutez, le Congo est en train de traverser un moment qui est assez critique, qui va demander un certain sens de responsabilité dans la classe politique, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la majorité et surtout de la majorité, par rapport aux décisions qui sont à prendre, par rapport à la nouvelle ligne, par rapport aux options, aux choix qui sont à prendre pour la direction de ce pays. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que à 2 ans de la fin de la mandature, de la législature, il y a des choix à faire. Des choix de la continuité du progrès démocratique ou des choix qui iront dans le sens de créer encore de l'instabilité dans ce pays au travers des différentes manœuvres qui peuvent créer cette instabilité. Manœuvres politiques. De vous, pour votre présentation, pour votre carte, on peut dire, ou rappeler ici ou indiquer ici que vous êtes du MLC, le Mouvement de Libération du Congo. Exactement. Le parti de M. Jean-Pierre Bemba. Alors, où vous classez aujourd'hui dans le jeu des alliances entre opposants et parfois entre opposants et majorité au pouvoir, MLC? Écoutez, le MLC, c'est un parti qui fait de l'opposition républicaine, donc déjà nous sommes dans l'opposition. Maintenant, au niveau des alliances, comme je vous le dis, les alliances, elles évoluent, mais ici, nous sommes dans un cas de figure où, pour certains idéaux ou pour certaines idées, l'opposition se regroupe. Elle a comme force d'avoir la société civile avec elle, des partenaires internationaux avec elle, dans le sens de vérifier et continuer avec la station selon laquelle on ne devrait pas modifier les règles du jeu et garantir ainsi la stabilité, la continuité de la démocratie, ainsi de suite. Donc je pense que les alliances actuellement se font par rapport à cette question-là. Nous unissons nos efforts, nos forces pour faire comprendre à nos amis de la majorité qu'il n'est ni nécessaire ni opportun de faire évoluer la Constitution dans le sens de satisfaire les intérêts d'un individu ou d'une individualité, d'une personnalité. Quand vous dites opposition républicaine, c'est comme ceux qui disent qu'ils sont partenaires à M. Kingo et c'est ceux qui avaient été aux dernières concertations nationales et on peut également dire opposition républicaine, c'est cette opposition qui est prête à convoler en juste noces. Non, on peut dire, avec il faut qu'on garde le pouvoir actuel. N'allons pas dans ce qui est péjoratif. Lorsqu'on parle des positions républicaines, c'est simplement que c'est une opposition qui propose aussi. C'est une opposition qui est là comme auditeur, comme contrôleur de ce qui se passe du côté de la majorité, parce qu'en fait, le jeu de l'alternance, c'est que vous avez une opposition, vous avez une majorité qui dirige, et l'opposition fait un contrepoids avec des contre-propositions, avec des contrôles pour permettre à ce que le pays avance. Donc je ne vais pas entrer dans la cacophonie qui peut exister entre les différents groupes ou tous ceux qui se prétendent être de l'opposition républicaine, mais nous gardons l'essence du terme pour dire que l'action du MLC va dans le sens d'améliorer les conditions de vie et de faire un travail d'opposition qui soit responsable. C'est bien. Reprenons une question qui pourra peut-être nous donner la possibilité de continuer sur tout ce qu'il y a eu dans l'actualité et tout ce qu'il pourra y avoir dans les prochains jours. On peut même dire, pour rappeler, pour aller à la genèse, voir un peu ce qui s'est passé avant cette opposition, pour qu'on commence à parler de cette opposition républicaine, que depuis le 23 octobre 2013, le président Kabila a promis un gouvernement de cohésion nationale. Peut-on aujourd'hui en faire une sorte de suivi, pour autant que c'est depuis 10 mois que le Premier ministre actuel et son équipe expédient les affaires courantes? À ce niveau-là, vous allez bien comprendre que la majorité veut une chose et son contraire. La majorité ne tient pas, ne respecte pas ses engagements. Nous sommes allés aux concertations nationales pour apporter notre contribution par rapport à la situation du pays, notre contribution sur les différents aspects qui pouvaient aider notre pays à avancer. Le chef de l'État a lui-même pris l'engagement de faire ce gouvernement et ça fait 10 mois qu'il ne l'a pas fait. Il emporte la responsabilité, lui et son équipe,
Nous n'allons pas entrer dans ce débat-là, mais ce que je suis en train de dire, c'est que la situation du pays, à un certain moment, imposait à ce qu'il y ait un vrai dialogue et que le dialogue a sorti des résolutions qui méritaient d'être respectées. Maintenant, nous sommes à 2 ans de la fin du mandat. Je ne sais pas si cette question est toujours d'actualité. Pour autant qu'elle le soit, il appartiendra encore une fois à la majorité de prendre ses responsabilités. Nous, au niveau de l'opposition dite républicaine, donc précisément nous, le MLC, nous restons sereins et nous continuerons à avancer dans le sens des résolutions. Pour vous, c'est une question que vous mettez sur un passé et vous voyez les choses autrement. Non, je ne pense pas que le MLC est focus sur le gouvernement. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous avons une responsabilité, nous avons des mandataires nous avons des délégués au niveau des différentes assemblées, nous sommes beaucoup plus préoccupés par le quotidien des gens, les avancées socio-économiques, et nous disons que si le MLC est invité aujourd'hui ou demain dans un cadre qui est tout à fait concerté pour faire avancer ce pays en prenant des responsabilités, nous le ferons, mais cette question n'est plus à l'ordre du jour, raison pour laquelle nous sommes en train de dire nous continuons à exiger un bilan qui va finalement permettre de nous départager et créer l'alternance dans ce pays. La question du bilan est parfois évoquée quand les gens portent un regard ou donnent leur point de vue sur le débat actuel, débat autour de la Constitution. Et il y a 2 possibilités de conserver le pouvoir. Vous pouvez le conserver par la force des résultats ou vous pouvez le conserver par la force de la loi. Quand vous dites par la force des résultats, ça veut dire que vous faites un bilan, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que lorsque vous avez des résultats probants, il est tout à fait naturel qu'on vous redonne de la confiance. Ça veut dire qu'il est tout à fait naturel qu'on vous reconduise dans la mesure que la loi le permet. Lorsque vous faites par la force de la loi, ça peut être des agressions démocratiques. Donc, voyez-vous, dans les pays développés, par exemple, les gens qui sont reconduits dans leurs fonctions, c'est des personnes qui ont bien travaillé. Et ces personnes sont évaluées par une population qui a bénéficié du travail que ces personnes ont fait. Malheureusement, dans le cas d'espèce, nous sommes dans un scénario où la majorité veut appliquer la force de la loi, c'est-à-dire une agression démocratique, en se basant essentiellement sur la loi, sans tenir compte qu'au niveau des résultats, les résultats sont tellement faibles qu'il faille, pour honneur, ne pas aller dans ce sens-là. Maintenant, comme je l'ai dit au début de l'émission, ils en porteront la responsabilité, mais il est un fait que la situation socio-économique ne permettrait pas à cette majorité actuelle de se repositionner en ordre utile, sans passer par des agressions démocratiques. C'est un peu comme si vous contredisez ceux qui disent qu'il y a stabilité du cadre macroéconomique, il y a eu une croissance qui est de 8,9%, comme disait M. Kinkier encore il y a quelques jours, qui faisait remarquer que nous sommes dans le top des tops. Vous le savez vous-même qu'il y a eu la guerre à l'Est. Donc on peut comprendre qu'on ait des difficultés à relocaliser les populations qui ont fui. On doit les relocaliser dans leur village, dans leur village et leurs contrées respectives. Mais je vais vous donner un exemple qui est tout à fait anodin. Prenons la ville de Kinshasa. Nous avions vu que nos amis à Brazzaville ont expulsé, entre guillemets, nos frères et sœurs congolais parce qu'elles n'étaient pas en ordre avec la loi, du point de vue de l'immigration. Mais ces personnes, quand vous prenez le croisement Kabambar et Kassavubu, vous allez trouver que ces personnes sont réfugiées dans leur propre pays. Alors que nous sommes dans la capitale, c'est-à-dire le siège de toutes les institutions. Mais vous allez voir des Congolais qui ont été expulsés de Brazzaville qui n'ont pas là où aller. Donc imaginez-vous qu'ici, il y a les institutions, on n'arrive même pas à prendre en charge. Et avec des plans structurés, des personnes qui ont été chassées à quelques minutes d'ici, c'est-à-dire à Brazzaville, je ne sais pas comment ça s'est passé à l'Est. Vous avez un autre exemple, nous avons la rentrée scolaire aujourd'hui. Je ne sais pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont personnellement sollicité et qui se plaignent du fait qu'ils ne sont pas en mesure d'affronter la rentrée scolaire actuelle. Ça veut dire que l'État ou la majorité ne s'est même pas investi pour subventionner certaines institutions de telle sorte que celles qui accueillent le plus grand nombre d'étudiants ou d'élèves puissent avoir la possibilité de donner ou de faciliter l'accès à l'enseignement par des frais de participation bas, donc il n'y a pas eu de subvention, que nous versions dans des débats qui sont tout à fait stériles sur la conservation d'un pouvoir qu'on a mal géré. Et je peux vous donner plusieurs exemples dans ce sens-là. Dites-moi, M. Mamba, par rapport à ce bilan que vous estimez faible, est-ce que vous ne chargez pas un peu trop le gouvernement quand il faut porter le regard d'où nous venons par rapport à ce qu'était la situation économique du pays, par rapport à ces différents efforts qui se font pour remettre la gécamine à flot, pour stabiliser la monnaie. Par exemple, par rapport à cela, est-ce que vous n'en faites pas un peu trop dans cette sorte de charge que vous faites contre le gouvernement? Non, vous savez, l'opposition républicaine, c'est aussi une opposition qui est objective. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que le bilan est nul, mais nous disons simplement que par rapport aux ressources et la volonté qui a été manifestée depuis 17 ans, je dis la volonté verbale,
au travers des photos pendant les campagnes, tout ce qui a été dit, les résultats sont très très maigres. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que oui, il peut y avoir un cadre macroéconomique qui soit entre guillemets assaini. Oui, on peut avoir une croissance à 3 chiffres. Oui, on peut connaître toutes ces choses, mais malheureusement, cette transformation devait suivre le socio-économique, notamment dans les salaires, dans l'amélioration des conditions de vie. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un fils congolais qui vient, qui crée un hôpital qui est Dikembe Mutombo. Là où on le place, cet hôpital, c'est la partie la plus peuplée de la ville et où il y a la partie des gens qui sont les moins unis, les plus démunis, si vous voulez bien. Mais vous savez que ce monsieur qui investit avec des fonds privés, le gouvernement n'a même pas subventionné cet hôpital pour permettre ne serait-ce qu'aux personnes qui sont dans la contrée, c'est-à-dire Massine, Anjil et Kingasen, de pouvoir avoir accès à des soins de santé. Donc on pouvait imaginer un scénario dans lequel un montage dans lequel chaque mois ou chaque année, cet hôpital recevrait une forte subvention pour permettre l'accès. Donc cela n'a pas été fait. Alors c'est pour cela que nous nous disons, nous opposition, et principalement le MLC, c'est qu'il y a des questions beaucoup plus importantes. La majorité en fait fi. Et elle se cantonne sur des choses qui lui permettent de conserver un pouvoir, alors que finalement, l'alternance, c'est quoi? C'est-à-dire, clairement. Mais elle se cantonne sur, par exemple, vous allez, en 2006, on passe du premier tour, de 2 tours à 1 tour, avec un président de la République qui est élu avec 32%. Maintenant, on est en train de nous parler de vider la substance du 220 pour permettre au président actuel, le président Joseph Kabila, de se représenter. Donc ça, ce ne sont pas des choses essentielles. Il faudrait que l'alternance soit créée. Et je dis bien que dans la majorité, il y a des patriotes aussi. Mais je ne vois pas, ce n'est pas un contrat à durée indéterminée que d'être dans la majorité ou que d'être dans l'opposition. Il faut mais quand vous dites que l'alternance soit créée, ça ne veut pas forcément forcément dire que la porte est ouverte pour un mandat en faveur de l'opposition. Oui, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, le suffrage va le déterminer, le suffrage universel, donc la population va dire si oui, sur base d'un bilan, effectivement, si on peut reconduire la majorité actuelle. Mais déjà, le premier pas, ce serait de ne pas modifier les règles du jeu qui nous ont conduits de 2011 jusqu'à ce jour. Comme ça permettrait à tout le monde, c'est un signal fort qu'on enverrait à la communauté internationale, à la classe politique et même à la population. Oui, ça veut dire que vous, MLC, et vous, opposition républicaine, comme vous dites, vous estimez qu'il faut maintenir la Constitution actuelle en l'état. Nous sommes en train de dire que par rapport aux articles verrouillés, par rapport au fait que le président de la République a déjà fait 2 mandats, l'opposition républicaine, parce que je ne parle pas au nom de l'époque, je vais parler du MLC. Le MLC estime qu'il faille qu'il faut maintenir les règles du jeu qui nous ont conduits de 2011 à 2016 pour préserver la stabilité du pays et donner un très bon signal. Est-ce que vous avez le sentiment que le président Kabila ou ceux qui sont autour de lui, qui forment son premier noyau, sont prêts à aller dans ce sens-là? Mais écoutez, on a vu plusieurs initiatives, hein, je ne vais pas citer des noms, il y a des organisations qui sont créées, il y a des meetings autour de ces articles. Au fait, il y a une certaine forme d'euphorie, comme nous avions assisté à l'époque du feu maréchal Mobutu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui estiment que pas la vision du chef de l'État, mais que c'est le chef de l'État qui doit continuer sa vision. Parce qu'en fait, une vision peut être continuée par plusieurs personnes, notamment les gens de la majorité eux-mêmes peuvent organiser la succession. Mais apparemment, il me semble qu'ils ne sont pas assez outillés, qu'ils ne sont pas assez préparés pour continuer cette vision sans que le président Joseph Kabila soit à la tête du pays. Oui, on reprenait les journaux de la semaine et il y a certains d'entre eux qui faisaient remarquer qu'ils devaient trancher avant la fin de la semaine. Est-ce que vous pensez qu'il faudra qu'il tranche sur cette question? Trancher, ce n'est peut-être pas le terme. Il peut doit s'exprimer autour de cette question. Il peut se prononcer parce que c'est une question qui devient nationale et qui a été reprise même par des médias internationaux. Je pense que son silence, qui peut être aussi responsable, peut-être que ce n'est pas le moment pour lui, mais au moment opportun, il devra dire lui-même quelle est la volonté, quel est l'avenir qu'il garde pour ce pays. Qu'est-ce qu'il se projette? Parce que j'ai vu, par exemple, que le député Kankou propose un projet de loi sur le statut des anciens chefs d'État. Donc, au moins, l'opposition, elle propose des solutions, des pistes, mais il faut que lui-même puisse se projeter et puisse projeter ce Congo dans un avenir qui soit meilleur en permettant l'alternance ou la continuité de l'évolution démocratique. Mais vous portez aussi le regard sur les pays qui nous environnent et même sur certains pays d'Afrique de l'Ouest, mais même d'autres en Afrique centrale. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'encouragement pour aller dans le sens d'un Denis Sassou Nguesso qui veut aussi modifier la Constitution, d'un Compaoré? Oui, mais il faut savoir une chose, c'est-à-dire que l'Afrique est classée comme le dernier continent, c'est-à-dire où il y a tous les maux du monde, la pauvreté et tout ça, et en même temps, paradoxalement, un grand potentiel de croissance.
Et lorsqu'on parle d'Afrique, on peut citer 3 ou 4 pays qui font finalement non seulement la fierté, mais qui caractérisent au fait le potentiel de l'Afrique. Vous prenez quel parmi ces pays, par exemple, je prends la quand vous citez République ces démocratique pays? du Congo. Nous sommes entourés de 9 pays et nous avons tout ce qu'il faut pour que ce pays non seulement soit émergent, mais soit un pays développé sur l'horizon de 20 à 30 ans. Donc nous avons Mais ces les pays possibilités. qui font la fierté, comme vous dites, vous n'imitez pas la République démocratique du Non, Congo? j'ai parlé de la République démocratique. Je commence par la République. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez aussi les pays de l'Afrique du Nord. Mais pour ceux qui concernent l'Afrique noire, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, vous avez le Congo, vous avez l'Angola, qui sont des gros pays. Hein, on parle de population, mais aussi des ressources naturelles. Vous avez l'Afrique du Sud. Donc ce sont ces pays, et comme l'a fait Mandela, qui autour desquels peut être fédérer des énergies qui peuvent finalement créer la contagion. Parce que comme je le pense, moi, le président Joseph Kabila a l'opportunité de devenir non seulement un ancien grand chef d'État. Créer la contagion, ça veut dire que, par exemple, si nous nous respectons, voilà, exemple, si un ou pays, modèle sur la RDC, Sassou et les autres feraient comme ceux qui se feraient en RDC. Parce que l'alternance fait progresser un pays. Parce que l'alternance a fait progresser un pays. Parce que le respect des règles élémentaires de la démocratie fait progresser un pays. Donc il faille que cette décision, qui peut être difficile pour le chef de l'État, qu'il la prenne pour que par lui, par son truchement, finalement, il y ait une forme de contagion et que tous les pays se libèrent finalement de l'emprise des agressions démocratiques, parce que finalement, ces personnes s'appuient sur la loi. Les modifications subtiles de la Constitution pour qu'ils restent au pouvoir, elles peuvent être légales, mais ce sont des agressions, quand bien même elles sont démocratiques. Donc voilà, donc il faudrait que lui fasse le pas pour qu'il devienne comme un Lumumba et que ces personnes, finalement, se sentent un peu contraintes de le faire aussi. C'est-à-dire que si lui ne lance pas ce signal-là, mais ça va continuer et l'Afrique va continuer à rester dans cette forme, finalement, de caricature où on dit que, voilà, en Afrique, tout ce qui est n'est pas très bon, quoi. Là, vous attendez de lui un signal. Mais il y a quand même un autre discours qui commence à prendre de plus en plus corps au sein de l'opposition, et il est celui que tiennent ceux qui estiment qu'il y a une possibilité d'aller vers un dialogue pour faire des propositions qui devraient rassurer la famille politique du chef de l'État et le chef de l'État lui-même. Bon, il ne s'agit pas de rassurer le chef de l'État et sa famille politique. Il s'agit de créer des conditions. Il s'agit de créer les conditions pour que l'alternance se passe de manière la plus pacifique. Qu'est-ce que vous mettez dans ces conditions, par exemple? Non, écoutez, un ancien chef d'État dans tous les pays du monde bénéficie d'une certaine forme de protection. Et je pense qu'il est très intéressant qu'un chef d'État africain, surtout d'un pays comme le nôtre, puisse vivre tranquillement dans son pays après son mandat. Donc il faut lui assurer. Tranquillement, ça veut dire quoi? Tranquillement, ça veut dire vivre comme tout citoyen. Déjà, la loi consacrée qui peut être sénateur à vie, mais vivre tranquillement comme tout citoyen qui ne soit pas obligé de s'exiler à la suite de la fin d'un mandat. Est-ce que dans la situation actuelle, le président Kabila, par exemple, peut avoir des bonnes raisons de vouloir s'exiler? Je ne pense pas s'il y a un dialogue qui soit serein au niveau de la classe politique. C'est conditionné par un dialogue. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait, vous savez, la part de responsabilité, non, hein? l'opposition aussi a une part de responsabilité. C'est-à-dire que nous avons tous un objectif commun, c'est de voir ce pays avancer, que les règles démocratiques soient respectées. Maintenant, s'il y a des conditions que la majorité mettra sur la table pour que cette alternance puisse se faire et que le jeu ne soit pas vicié, il appartiendra à l'opposition d'analyser ces différentes propositions et les traduire en loi et se mettre d'accord là-dessus. Cela ne veut pas dire qu'il y a prescription ou que... Non, ce qui veut dire, c'est que le président Kabila peut avoir des craintes personnelles, comme il peut ne pas en avoir, mais du moment qu'elles ne sont pas encore connues et que le débat n'est pas ouvert, je vous rassure que l'opposition est tout à fait ouverte à ce type de dialogue. Bon, regardez vous-même dans les yeux en tant qu'opposant. Dites un peu ce que vous pensez pouvoir ou devoir mettre sur la table s'il faudrait que vous alliez dans une discussion avec lui ou avec ses pairs. Au fait, ce que j'aimerais, moi, si j'étais à la table de discussion, je sais que ce pays a une histoire qui a été très difficile. Je pense que nous avons traversé plusieurs guerres, nous avons connu la dictature, nous avons connu plusieurs agressions. Donc, dans l'exercice du pouvoir, il peut y avoir eu des choix qui étaient difficiles. Et que sur base de ces choix-là, on puisse être à un certain moment inquiété par une forme de justice. On a vu avec Sarkozy, dès qu'il n'était plus président de la République, il y a eu des dossiers qui sont arrivés. Donc la première des choses, c'est que tenant compte de notre passé historico-social, il serait question de voir dans quelle mesure on peut consacrer des lois d'immunité, des formes de protection spéciale quant à ce. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas aller dans des considérations très techniques, mais il y a un éventail de propositions qui irait dans le sens, comme je vous ai dit, de sécuriser
pas seulement le chef de l'État actuel, le président Joseph Kabila, mais tous ceux qui passeront par cette fonction-là, et même ceux qui seront dans la majorité ou ceux qui l'ont accompagné, de telle sorte que, pour eux, déposer le mandat ou abandonner ou être dans l'opposition ne soit pas l'objet ou synonyme d'inquiétude, de tracasserie ou de règlement de compte, parce qu'on ne peut pas aller de règlement de compte en règlement de compte, le pays ne va pas avancer. Donc on devra à un certain moment faire le choix qui est tout à fait démocratique et responsable de choisir une destinée pour ce pays, comme l'ont fait Israël. Quand vous parlez de règlement de compte, pourquoi devrait-on penser à cela ou pourquoi peut-on aller vers des règlements de compte quand on est dans un état de droit? Oui, mais vous savez qu'il y a eu plusieurs abus. Je ne vais pas vous l'apprendre. Il y a eu plusieurs abus. Et, non, ce n'est pas forcément avec moi que vous parlez, mais oui, vous je vous le dis. Entendre par une opinion. Voilà, il y a eu plusieurs abus. Ces 17 dernières années, il y a eu plusieurs abus. Autant il y en avait à l'époque du maréchal Mobutu des abus, et c'est pour cela que nous sommes classés parmi les pays où il fait c'est dangereux de vivre au Congo, c'est dangereux de s'exprimer librement au Congo. Est-ce que ce que vous dites, des abus? Est-ce que quand vous dites, quand par exemple vous faites remarquer que il faudrait se sécuriser, il ne faudrait pas qu'il y ait des situations comme ce qui est arrivé à M. Sarkozy, par exemple, on peut même étendre la liste, aller jusqu'à Jacques Chirac, par exemple. Est-ce que c'est ce que vous sollicitez, ce que vous pensez qu'on puisse mettre sur la table, c'est pas une sorte de garantie pour l'impunité? Non, garantie pour l'impunité, non. Ça c'est vrai. Mais comme je vous l'ai dit, dans l'exercice de pouvoir, ici en Afrique et dans certaines conditions, il y a des choix qui ont été pris ou qui devaient être pris, qui méritent d'être analysés dans ce sens-là et dans ce contexte-là. Parce qu'en les sortant du contexte, on va facilement faire des dérives judiciaires qui peuvent prêter à confusion. Donc ce que j'aimerais vous expliquer ici, c'est que oui, il n'y aura pas prescription, on ne va pas dire, bon voilà, nous donnons carte blanche, on oublie tout. Non, ce que nous allons dire, c'est que vous êtes ancien chef de l'État, nous voulons que vous soyez dans votre pays, que vous soyez à l'aise dans votre pays, que vous soyez sécurisé, et nous, l'opposition, nous nous engageons à ce que cela soit ainsi. Donc maintenant, les termes de référence qui seront utilisés, les propositions déclinées sur la table, il appartiendra, moi je ne parle pas au nom de l'opposition, il appartiendra à toutes les couches sociales, à l'opposition, via un dialogue, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table. Oui, vous dites là, M. Bamba, que vous ne parlez pas au nom de l'opposition. On a entendu M. Kamere tenir ce genre de discours. On a également entendu de la part de M. Kankou, le député qui est à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous pensez qu'un débat, qu'une discussion doit être ouverte sur cette question au sein de l'opposition, que vous la preniez de manière plurielle, puisque déjà vous catégorisée comme républicaine et vous n'êtes pas dans les mêmes alliances qu'avec les autres. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut maintenant soumettre à un débat au sein de l'opposition? Oui, il faut le soumettre parce que vous savez, pour que nous ayons... il faut donner une chance à ce pays. Le prix à payer pour que le jeu démocratique ne soit pas vicié, pour que ce pays ait la chance d'avoir une alternance politique et vivre une vraie démocratie, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait des concessions de part et d'autre. D'une part, nous sommes en train d'appeler nos amis de la majorité de ne pas aller dans le sens de modifier l'article 220 et nous devrons en échange aussi leur proposer des solutions alternatives qui leur permettraient eux aussi de se sentir sécurisés. Donc il y aura une forme d'échange. Mais ce que nous disons, c'est que pour l'heure, nous voyons qu'il y a plutôt une forme de forcing. Est-ce que vous voulez dire que dans le fond du débat, qui est animé par ceux qui militent pour une modification de la Constitution, il y a surtout un soubassement de peur par rapport à l'avenir? Vraisemblablement, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'avenir. Vous savez, lorsque vous gérez un pays de manière cavalière, à un certain moment, et je ne parle pas que du chef de l'État, je parle au fait de toute son équipe, il y a eu beaucoup d'abus, comme je vous l'ai dit, il est tout à fait normal et naturel qu'à un certain moment, on se pose la question de savoir ce qui viendrait après, lorsqu'on n'est plus en position de force. Je crois que cette question a été posée pour ceux qui avaient accompagné le maréchal Mobutu, dont la majorité ont pris le chemin de l'exil lorsque l'FDL est venu, mais vous aviez vu qu'il y a eu un compromis, ils sont revenus, M. Kabila, le père, les a accueillis, et ils ont même repris du poil en entrant dans la vie politique. C'est-à-dire que nous sommes dans une société de compromis. Et je pense que le peuple congolais n'est pas un peuple rancunier. Mais ce que nous nous disons, c'est que M. Joseph Kabila est le président qui a permis à ce qu'il y ait des élections
En 2006, elles étaient plus ou moins tolérables. En 2011, elles étaient catastrophiques, mais au moins elles ont eu lieu. Il faudrait qu'il continue sur cette lancée en permettant que ce pays ait de l'alternance et qu'il dépose son pouvoir, enfin son mandat à la fin de ce qui est prévu, en fait, ce qui est prévu par la loi. L'impunité ici voudrait peut-être dire que, bon, lui, il fait, on le sécurise, et puis un autre va venir, il fera de même, et puis on va donc aussi le sécuriser, et on est parti comme ça pour le meilleur des mondes. Non, je ne pense pas. Je pense que à chaque étape de l'histoire, parce que nous sommes en train de progresser dans le sens de démocratiser nos institutions. Il y a beaucoup de problèmes institutionnels, il y a beaucoup de problèmes, il y avait les guerres et ainsi de suite. Maintenant, nous tendons vers des accalmies et de la cohésion nationale. Je ne pense pas que Monsieur le Président de la République aura un statut qui soit spécial pour lui et que chacun pourrait s'en prévaloir. Nous sommes en train d'évoluer. Déjà, le fait qu'à la fin de son mandat, il dépose le pouvoir, ça ne permettra à personne, au nom de quoi que ce soit, après ces 5 ans de mandature, de législature, de s'éterniser au pouvoir. Donc ça sera déjà un point positif. Donc tout le monde sera limité dans la durée. Tous ceux qui seront élus sauront que, bon, voilà, j'ai fait 5 ans, et après, si j'en fais 5 ans, c'est terminé. Donc le fait qu'on est déjà contraint va vous ça pousser ne sera pas seulement 5 ans, et ça devra ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans. gérer le pays comme il faudrait le gérer. Ah, mais oui, parce que dès l'instant que vous recevez ce pouvoir démocratiquement et que dans des conditions telles que votre prédécesseur, qui avait peut-être les moyens de préserver ce pouvoir par des agressions démocratiques, ne l'a pas fait, je ne pense pas que vous en aurez la force parce que, bon, les choses ne se présenteront pas à vous aussi facilement que cela. Parce que la classe politique aura pris ses responsabilités en ce moment-là. Oui, dites-moi, M. Mamba, vous en parlez au sein du MLC, c'est sûr, je crois, mais vous devrez aussi en parler avec vos autres pairs de l'opposition. Comment ça peut se faire quand vous prenez l'opposition dans sa configuration actuelle qui est quand même assez bigarrée? On fait comment? Écoutez, qui se met derrière qui se met dans quelle alliance? Non, la question de qui se met... les autres s'appellent souvent le Congo ou je ne sais plus quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs organisations qui vont dans le sens de... Qu'est-ce qui peut vous mettre ensemble? Qu'est-ce qui peut vous mettre d'accord? Vous savez, sur cette idée, nous sommes tous d'accord. Sur cette idée selon laquelle l'article 220 ne devrait pas ni être vidé de sa substance, ni être modifié, nous sommes tous d'accord. Le format dans lequel nous irons dans le sens de discuter avec la majorité pour trouver un compromis autour de cette question, ces termes-là seront définis de manière très, très collégiale. Je pense que les différents partis politiques, dont notamment l'UDPS, l'UNC et les autres partis, même le parti SID de M. Fayoulou, seraient tout à fait d'accord que si aujourd'hui la majorité donne un signal fort et permettant d'ouvrir une discussion franche sur ce thème-là, que chacun de nous ira donner sa contribution pour que nous trouvions un compromis. Donc la question de comment on va le faire, qui sera devant, ne se pose pas. La question est de savoir qu'est-ce qui sera mis sur la table et qu'est-ce que nous, opposition, nous proposons à ce moment-là. Oui, comment pensez-vous que cela ne devra poser aucun problème quand déjà vous n'êtes pas arrivé à vous donner un porte-parole, vous, opposition? La question du porte-parole, c'est une question de leadership. La question de la non-modification de l'article 220, c'est une question d'intérêt national. Oui, prenons d'abord la question du porte-parole. Est-ce que vous voulez dire que c'est un leadership qui n'a pas été assumé? Bon, en ce qui me concerne, prenez ça comme un point de vue personnel, il n'est pas opportun d'avoir un porte-parole de l'opposition. Et pour quelle raison? Ça n'engage que moi. Être dans l'opposition, c'est, entre guillemets, ne pas être au pouvoir. Et dans l'opposition, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs obédiences. Quel serait finalement l'essence d'un porte-parole ou d'un leader de l'opposition? Est-ce que c'est celui qui mettra tout le monde d'accord? Est-ce que c'est celui autour duquel seraient fédérés les rapports de force ou toutes les forces de l'opposition? Cette question est totalement ambiguë parce que lorsque vous pouvez retrouver dans l'opposition 3 ou 4 leaders qui étaient aux élections présidentielles comme candidats et qui avaient tous eu un score qui est tout à fait honorable. Je ne vois pas comment on va les départager. Mais vous ne voulez quand même pas dire que c'est ce qui a expliqué qu'après les élections de 2006, qu'il n'y ait pas eu une possibilité de porte-parole? Moi, j'irais plutôt dans le sens, oui, vous savez, porte-parole, si on va dans le sens de porte-parole comme dans un gouvernement, c'est-à-dire une personne qui traduit fidèlement ce qui a été décidé dans le conclave opposition, d'accord. Mais lorsque vous parlez de leadership, c'est-à-dire un leader de l'opposition ou un représentant de l'opposition, ça pose problème parce que chacun dans son coin, notamment le MLC avec le chairman, nous pensons que nous avons
nous aurions la qualité d'avoir notre porte-parole qui est le président national, mais l'UNC peut penser la même chose, Papa Tshisekedi peut penser la même chose, et là, ça pose un problème. Oui, mais c'est quand même manquer de réalisme. Quand vous dites, vous pensez que vous devez avoir votre chairman. Là, vous devez aussi commencer à vous regarder dans les yeux, comme les gens de l'UDPS, où il y a quand même des problèmes de succession qui vont se poser à la tête de ce parti, et vous aussi, par rapport à la situation qui est celle de M. Jean-Pierre Bemba, qui est dans l'incarcération, qui est quand même la sienne depuis un certain nombre d'années. À notre niveau, il n'y a pas de problème de succession. Hein. Notre président, non, il n'y a pas un problème de succession, mais il y a quand même un problème de représentativité. Non, nous sommes, écoutez, le président national est à La Haye depuis un bon moment, ça fait déjà 5 ans aujourd'hui, mais nous avons fait nos élections en 2011 et nous avons encore nos députés. Ça veut dire que le parti n'a pas été empêché de fonctionner, il a continué à fonctionner et continuera à fonctionner. Donc nous espérons qu'il sera libre sous peu, mais pour autant que ce n'est pas encore le cas, comptez sur nous. Nous serons toujours dans la scène politique en train de fonctionner correctement. Donc le problème ne se pose pas à ce terme-là. Oui, c'est un discours pour que la consommation au sein de votre parti. Et non, non, pas du tout. Les faits sont là. Nous avons 22 députés nationaux, nous avons des députés provinciaux, donc les faits sont là. Ce n'est pas un discours à consommer par l'extérieur. Nous sommes en train de fonctionner politiquement. Par un certain nombre de fanatiques, par un certain nombre de sympathisants au sein du MLC, mais qui ne passent pas ailleurs. Dites-moi, monsieur. Bon, ça c'est votre point de vue. Hein. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime que vous le pensiez comme ça, mais moi je sais que nous sommes institutionnellement les plus présents, juste après l'UDPS, le MLC est là. Oui. Dites-moi, monsieur Mamba, par rapport au jeu démocratique, par rapport à la manière dont il devrait se faire, quand, à certains moments, vous considérez le cas Bemba qui est à la CPI et qu'aujourd'hui, il faille porter un autre regard sur la situation qui prévaut au sein de l'UDPS, est-ce que vous ne vous dites pas que ça peut être un moment clé, un bon moment pour que les Congolais se regardent dans les yeux et qui se donnent une vision appropriée par rapport à l'avenir et même par rapport à l'avenir de la démocratie? Oui, non, mais vous savez, nous sommes une démocratie naissante. En parlant de l'UDPS, ce que j'aimerais éviter, oui, il y a des soucis. Vous allez même remarquer que nous avons des amis de l'UDPS à l'Assemblée nationale et qui auraient été radiés par le parti. Non, nous n'avons pas ce genre de problème au MLC. Mais quant à la question de savoir si il faut que les gens se regardent les yeux dans les yeux, oui, nous voulons faire évoluer la démocratie. Moi, je suis chargé de l'idéologie et de la formation au sein de mon parti. Nous avons plusieurs séminaires de formation et nous pensons que pour que nous fassions évoluer la démocratie, il faut que le peuple lambda ou le citoyen lambda s'approprie le processus démocratique et qu'il prenne la mesure de la responsabilité qui est la sienne. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que même le citoyen de la rue ne connaît pas le pouvoir qu'il a, ne sait pas ce qu'il doit en faire et ne sait pas comment il doit l'utiliser. Donc nous devrions continuer à travailler au sein de l'opposition, même au sein de la majorité, pour faire approprier le processus par l'ensemble de la population. Par rapport à ce débat autour de la Constitution, vous pensez qu'on pourra y arriver et avoir des propositions à mettre sur la table avant la prochaine rentrée parlementaire, par exemple? Je suis très optimiste. Hein. J'ai bon espoir. Je suis bon espoir. Maintenant, ça dépendra du niveau de responsabilité de la majorité, des conseillers du chef de l'État, de ceux qui... Parce qu'apparemment, il y a deux camps qui s'affrontent au sein de la majorité. Ceux qui veulent que le chef de l'État aille dans le sens de faire modifier cet article pour rester au pouvoir et ceux qui ne le veulent pas. Donc nous en appelons à leur sens de responsabilité. Nous allons observer, mais notre combat, nous n'allons pas lâcher. Nous disons que ce n'est pas opportun. Et s'il faille que nous discutions sur les modalités de succession ou les modalités des statuts du chef de l'État actuel, nous allons discuter. Mais pour ça, nous sommes intransigeants. Cette rentrée parlementaire, c'est le mois de septembre prochain, et ce mois de septembre est un peu aussi celui qui va voir Kinshasa accueillir un certain nombre de représentants de la communauté internationale. C'est le cas de Ruth Feingold, dont le discours parfois ne passe pas facilement ici. C'est aussi le cas des représentants des Nations Unies qui seront ici. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourra faire avec eux à partir du moment où il y a un bilan à établir depuis la mise sur pied de l'accord cadre d'Addis Abeba et tout ce qui a suivi, par exemple?
Écoutez, j'ai déjà suivi Kobler la semaine passée qui a dit que la MONUSCO allait quitter ici à la fin du processus électoral. Bon, maintenant, Luis Feingold... Aller quitter ici, ça veut dire quitter Kinshasa pour se concentrer dans la partie... Non, quitter la République démocratique du Congo à la fin du processus électoral, à la fin de 2016. Il a même précisé la date. Moi, ce que je suis en train de penser... Qu'il ait dit à la fin de 2016, ça vous conforte pour dire que vraiment 2016, ça ne sera pas quelque chose qui sera... Non, ça ne nous conforte pas. C'est simplement que il y a une certaine forme de focus sur cette date au niveau de la communauté internationale, dont on parle de 2011 à 2016, c'est 5 ans. Et tout le monde sait que ce processus doit être bouclé en 2016. Donc je pense qu'il y a un focus sur la date. Nous, opposition, nous avons un focus sur cette date. Tout le monde sait ou tout le monde souhaite qu'il en soit ainsi? Non, la Constitution le prévoit. Oui. Nous parlons de focus parce que nous parlons d'une date. La Constitution prévoit 5 ans, nous avons commencé en 2011, en 2016 c'est terminé. Donc, si le mandat de la MONUSCO coïnciderait avec la date butoir, il n'y a pas de souci. Maintenant, par rapport à ceux qui sont en train de venir, Luis Feingold a fait plusieurs allées et venues, mais je pense que c'est quand même interpellant. Pourquoi il revient en septembre? Parce qu'il y a la rentrée parlementaire et c'est au cours de cette rentrée que les grandes options doivent être prises. Donc je pense qu'il revient avec le même discours. Et il faudrait bien que la majorité fasse attention au lieu de se cramponner dans des considérations un peu, parce que j'ai vu qu'on allait même, on pensait même lui priver de visa, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais moi, ce que je suis en train de dire, que c'est un signal fort que de voir qu'à chaque fois qu'il y a une décision qui peut être prise ou qu'il y a des moments forts concernant un article ou concernant une vision que nos partenaires ne veulent pas nous imposer, mais nous oriente vers cette vision, qu'il y ait chaque fois la communauté internationale au travers de ces émissaires qui viennent au Congo et pour nous rappeler leur position. Je trouve que c'est quand même un message qui est fort. Il faudrait que la majorité en tienne compte. Dites-moi, encore une fois, c'est une question que je vous pose. Je crois que vous l'avez déjà entendu au cours de vos pérégrinations dans la ville, au cours de vos contacts, pendant vos contacts avec vos sympathisants du MLC. Oui, déjà ici, je vous entendais marteler, appuyer sur le fait qu'il devrait y avoir une alternance. Est-ce que vous entendez aussi des gens qui vous disent « oui, alternance, mais nous ne voyons pas qui après le président Kabila ». Qu'est-ce que vous leur dites? Non, je dis que moi, je suis principalement une personne qui pense que ce sont les idées fortes qui doivent prévaloir. Vous conservez le pouvoir soit par la force du résultat, soit par la force de la loi. Mais je ne pense pas que le président Kabila, pour autant qu'il ait fait des choses qui peuvent être appréciées, on va le dire comme ça en tant qu'opposition républicaine, qu'il soit le seul en mesure de finaliser. Il peut avoir commencé quelque chose, et même au sein de la majorité, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui peut continuer ses idées. Donc les Américains disent que personne n'est indispensable. Par contre, les idées fortes, elles sont pérennes. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des idées fortes et des personnes qui vont simplement matérialiser ces idées-là. Donc le débat autour de la personne du président de la République n'est pas un débat qui soit responsable. Le débat devrait tourner autour d'un bilan, autour d'une idée, autour de certaines avancées et voir dans quelle mesure elles peuvent être pérennes aussi au travers des différents acteurs politiques qui seront disponibles et capables de continuer ce chemin. Et dans ce bilan, vous portez aussi un regard sur la situation qui prévaut dans la partie est du pays depuis qu'il y a eu l'après-génocide au Rwanda, le cas FDLR. Comment pensez-vous qu'on pourra y arriver quand M. Kobler, du haut de la chaire du Conseil de sécurité, estime que c'est le moment venu pour déposer les armes, alors que les FDLR estiment qu'il n'est pas question de reddition, il faut aller jusque à s'organiser pour un dialogue en tant que force politique au Rwanda? Et oui, au fait, le problème, c'est le suivant. C'est-à-dire que nous sommes un peu bloqués par la Charte des Nations Unies qui stipule que lorsqu'on veut faire un rapatriement forcé, il faut que l'on s'assure qu'il n'y a pas des craintes objectives de penser que ces personnes auraient leur vie en danger. Donc ici, les FDLR ont opéré sur notre sol, elles ont commis beaucoup de bavures, beaucoup d'abus. Il est temps que, soit par la force, soit de manière très consolidée et concertée, ces personnes puissent être soit aller dans un autre pays, c'est-à-dire remise à un autre pays, ou que ces personnes rentrent dans leur pays. Maintenant, rentrer dans leur pays, ça dépendra du pouvoir qui est en place pour voir si elle peut faire des ouvertures pour les accueillir et voir dans quelle mesure il peut y avoir un dialogue. Nous, on l'a fait. Je ne vois pas pourquoi M. Kagame, le président de la République du Rwanda, ne le ferait pas. Donc ça, c'est encore sa responsabilité. Dans ce qui concerne le Congo, parce que nous ne parlons que de notre pays, je pense que les FDLR, ça serait quand même un luxe de nous imposer des conditions alors qu'elles ne sont pas sur leur territoire. Il faudrait que l'État congolais, ensemble avec la MONUSCO, puisse contraindre ces personnes à respecter la loi. Et si elles ne le font pas, ben, l'usage de la force reste la solution. Et vous dites qu'il peut y avoir des élections avant 2016. Est-ce qu'on peut arriver à l'échéance de 2016 en ayant déjà mis de côté cette question FDLR?
Non, il serait très intéressant, heureusement que l'ultimatum va jusqu'en décembre, et c'est très intéressant que nous organisions des élections de manière très sereine, qu'un recensement soit fait et que toutes les zones soient pacifiées. Donc ceux qui ne sont pas congolais ou identifiés comme non congolais, soit ils ont une carte d'étranger, de résident ou de réfugié, mais s'ils n'ont pas tous ces éléments-là, devraient être rapatriés chez eux. Je ne vois pas pourquoi nos voisins le font et nous on ne le ferait pas. Mais quand vous considérez le cas FDLR, vous tenez quand même également compte du fait que c'est toute une administration qui est partie du Rwanda après le génocide et qu'il n'y a pas un leadership clair et bien identifié. Nous sommes conscients de toutes ces problématiques, mais nous disons aussi que par faiblesse régalienne, nous n'avons pas été en mesure d'organiser notre armée de sorte que ce genre de choses n'arrive pas. Pour autant qu'elles sont déjà arrivées et que maintenant les FARDC reprennent du poil et qui sont en train de s'organiser de manière la plus efficace, d'après ce qu'on peut observer, il est temps que la force de la loi agisse. On ne peut pas tenir compte de tous les aléas qui entourent les FDLR sans compter sur ce que vivent nos populations, ce qu'elles ont vécu. Qui va réparer? Qui va réparer tout ce qui s'est passé? Donc, on devrait avoir un focus sur la réintégration de nos populations, la pacification et le développement socio-économique de ces contrées. Maintenant, ceux qui ne veulent pas s'abdiquer, ceux qui ne veulent pas se soumettre à la loi, devront subir, excusez-moi l'expression, mais ça sera la force. Donc, je pense que les FDLR sont entre le marteau et l'enclume. Il leur appartiendra de faire un choix. De vous, M. Bamba, il faudrait que je puisse dire aux téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes également, bon, vous êtes un côté MLC, mais que vous êtes également à la tête du Conseil économique et social des Nations Unies. C'est une ONG qui opère en République démocratique du Congo et que tous les 4 ans, vous faites une évaluation des faits économiques et sociaux. Par rapport à l'extérieur qui vous regarde ou qui pourra vous suivre dans l'un de vos rapports, vous dites que, bon, malgré tout, le Congo est quand même bien arrimé pour un avenir un peu plus serein. Comme vous le dites, tous les 4 ans, nous faisons des rapports et c'est par rapport aux OMD, donc les objectifs du millénaire. Ça concerne la scolarisation, ça concerne l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, la santé et ainsi de suite. Donc nous, 4 ans, nous faisons une évaluation et c'est comme cela que dans mon discours, j'ai beaucoup de peine à dissocier la politique. Le débat économique et le débat politique. Non, je les mets ensemble parce que nous sommes un pays pour lequel, dans le monde entier, il y a le plus gros contraste entre le potentiel et le vécu quotidien des gens. Donc ça mérite l'attention non seulement de la communauté internationale, mais de nous-mêmes, les acteurs politiques, raison pour laquelle, dans tous les débats, nous parlons toujours de la situation socio-économique, parce que finalement, c'est le leitmotiv de l'action politique du MLC et de tous ceux qui aiment ce pays. Monsieur Bamba, y a-t-il autre chose que vous pouvez dire avant que l'on ferme les guillemets de ce dimanche? Et d'abord, je vais vous remercier parce que vous m'avez fait l'honneur de me recevoir dans votre émission. Ça, c'est une des choses les plus importantes que j'avais à vous dire. Et pour le reste, pour ceux qui nous suivent, nous pouvons reconnaître que dans la majorité, il y a des patriotes. L'opposition n'est pas une blanchisserie. Ça ne veut pas dire que parce que nous avons l'étiquette d'opposants que nous sommes les meilleurs. Mais ce que nous disons, que pour l'intérêt de ce pays, pour ceux qui sont patriotes, que ce soit dans le chef de la majorité ou de l'opposition, il est temps que nous prenions des options nécessaires, que nous fassions des choix fondamentaux pour que ce pays aille de l'avant. Et un des choix fondamentaux pour lequel nous sommes dans cette émission, c'est de dire laissons le jeu continuer, c'est-à-dire nous avions défini des règles en 2011, laissez ces règles nous conduire jusqu'en 2016, créons l'alternance. S'il n'y aura pas alternance, mais au moins qu'il y ait continuité avec une autre personnalité forte de la majorité, si ça sera défendable, et c'est un peu difficile. Monsieur Bamba, Jean-Jacques Bamba, je vous remercie d'avoir accepté d'être notre invité dans ce programme entre guillemets ce dimanche. Je rappelle que vous êtes du MLC, que vous êtes également à la tête du Conseil économique et social des Nations Unies. Pour ceux qui nous ont suivis et pour ceux qui pourront être avec nous encore dimanche prochain, je dis merci beaucoup, à dimanche prochain. Bonsoir.